Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 274e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring et qui vient pour me faire plaisir puisqu'on fait un focus sur le monster Naoya Inoue de retour dans le ring mardi prochain à Tokyo pour défendre ses 4 ceintures, des super coqs contre l'Irlandais TJ Doheny. Avec moi cette semaine mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et le commentateur des One Friday Fights pour nous à RMC Sport. Comment ça va mon Baba ? Ça va super Alex, merci et toi ? On a pris quelques jours de repos parce que le mois de septembre, voilà. Octobre, novembre, décembre, je crois qu'il va être un peu animé en fight, non ? Il non ? fallait mettre beaucoup de carburant dans le réservoir. Exactement, C'est bon, c'est fait. C'est parti, on est prêt et on va va partir pour quelques mois de folie, à commencer par monsieur Naoya Inoue. Il a déjà assuré son héritage sportif, celui d'un all-time great qui aura marqué son époque et l'histoire des petites catégories. Titré dans 4 divisions, champion incontesté dans 2 catégories, considéré par tous les spécialistes comme un des 3 meilleurs boxeurs actuels de la planète, Naoya Inoue est un phénomène bien au-delà des frontières japonaises. Le Monster défend ses 4 ceintures des Super Coqs ce mardi à Tokyo contre l'Irlandais TJ Doheny. Pas le combat le plus excitant de sa carrière, loin de là, mais une nouvelle occasion de voir à l'œuvre un artiste du ring. Avant ce nouveau rendez-vous sur ces terres, le RMC Fighter Club se penche une nouvelle fois sur le cas du petit japonais qui peut éteindre la lumière adverse à tout moment, avec une question, mais pourquoi est-il si fort ? The undisputed junior featherweight champion, Naoya Inoue. There's the right hand, and the monster has roared! He's done it again! You get to see the monster as he takes on TJ Doheny for the undisputed junior featherweight championship. The legend of the monster continues to grow. RMC Fighters Club. Et c'était la bande annonce américaine sur ESPN. Je t'avais fait la japonaise pour le Tokyo Dome, il y a 3 mois. Et là, c'était l'américaine. Donc, Naoya Inoue contre TJ Doheny, on a rendez-vous. Ce sera bien sûr sur RMC Sport mardi 3 septembre au matin. C'est toujours ce qu'on aime dans les soirées japonaises, mon Baba, c'est que c'est le matin pour nous. C'est parfait. C'est pour nos vieilles jambes de quarantenaire, on n'a pas besoin de traîner tard la nuit. Petit contexte avant qu'on rentre dans notre thème, donc qui sera de définir. On va faire une plongée un peu dans le détail des qualités techniques de Naoya Inoue, mais aussi des défauts. Hein. On va pas. Il y a toujours des défauts dans tout combattant. On va faire un peu de contexte d'abord. Hein. Vous savez que je fais la petite parenthèse, mais ça m'a fait tellement rire sur les réseaux quand j'ai vu il y a quelqu'un qui t'avait mis un mème. Oh shit, here we go again. Pour dire, ça y est, il va refaire une émission sur Inoue et Baba doit subir. Mais Baba aime Inoue aussi, les gars. Je subis pas, moi. Exactement, c'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup ce combattant, donc non, c'est bien. Moi, je suis content d'en parler. Ouais. Yes, exactement. Donc le contexte, on sera à l'Ariake Arena. Hein, c'est la grande salle qui avait été montée à Tokyo pour les JO en 2020-2021. Et c'est une belle carte pour le coup. Il n'y a pas que Naoya au programme. Il y a Yoshiki Takei, hein, que tu connais qui bien, revient, qui s'entraîne avec lui. Première défense WBO des coqs contre le Daigo Iga, l'ancien champion WBC chez les mouches. Ouais. Les coqs, hein, c'est la KT où les 4 champions sont 4 japonais. Voilà, tout le monde est japonais, c'est la KT du Japon, celle-là. La Japan Tamway. c'est un journaliste de The Ring qui avait écrit ça. Ah, c'est bien dit. La formule est bien trouvée. Et tu vois, même les challengers sont japonais. Donc, puisque même Takuma Inoue en octobre, ce sera contre Seiya Tsutsumi. Donc, tous les champions sont japonais, tous les challengers sont japonais. Ça reste là-bas. Et on aura aussi Jin Sasaki. Ça, c'est quelqu'un que j'espère que vous serez là devant l'écran pour le regarder. Ce sera en début de carte principale, qui veut devenir le premier champion du monde japonais chez les welter. En même temps, c'est pour Suleiman Sissoko qui lui est en quête d'une ceinture dans cette catégorie et qui défendra ses titres au PBF et WBO Asia-Pacifique contre l'Australien Camille Bala. Et on commencera par Ismaël Barroso, qui est le champion WBA intérim des super légers, qui sera opposé à Andy Hiraoka, un japonais aussi, mais il n'y aura pas la ceinture en jeu, puisque tu le sais, au Japon, il n'y a pas de ceinture intérim en jeu. C'est ça, il n'y a pas d'intérim. On peut pas ça là-bas. Mais le gagnant, en gros, sera le mandatory chez les super légers. Donc, très belle carte, hein, comme d'hab au Japon, Baba. On a aussi, on sait qu'on l'a vu passer ces derniers jours, le 13-14 octobre, il y aura 7 championnats du monde en 2 jours. En 2 jours, ça va être incroyable ça. Dans la même salle, Junto Nakatani, Kenshiro Teraji, Takuma Inoue. On l'a redit, on a fait plusieurs émissions, on vous renvoie à notre Fighter Club sur le Japon, mais c'est l'âge d'or là-bas. Hein. Ça fourmille, c'est dingue. Ouais. Là, en 1 mois et demi dans la même salle, t'as 11 championnats du monde. Ouais, c'est quand même incroyable, sachant qu'on ressort à peine. Hein. Il y a juste 1 mois et demi, 2 mois d'une très belle soirée, encore une fois aussi, enfin une très belle matinée pour nous. Donc ça bouge beaucoup, ça combat régulièrement. On a des champions qui viennent de défendre ou de gagner une ceinture qui vont la défendre là, dès début septembre. Donc c'est l'âge d'or.
Et on est vraiment face à une scène de boxe qui, je vais pas dire qui concurrence Vegas, mais en tout cas qui est en train de se hisser très 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 haut maintenant. Ouais. Si t'aimes les petites KT, c'est incontournable. Hein. C'est l'endroit qu'il faut regarder absolument. Ouais. Et puis ça va faire que gonfler en fait, parce que c'est que des exemples que sont en train de prendre les jeunes. Ouais, j'avais noté là, mais après tous ces combats fin septembre, le 28 septembre d'ailleurs sera le jour de l'UFC Paris pour nous. Le Ohashi Gym, donc la salle de Naoya Inoue, de Yoshiki Takei également, elle fait une journée d'initiation pour les gamins. Où Inoue et Takei vont leur donner des cours à des gamins d'école primaire qui ont été sélectionnés pour leur faire découvrir la boxe, répondront à leurs questions. Ils sont en train de créer des monstres à mon avis. Ouais, non mais c'est sûr. Il fallait, de toute façon, ça a toujours été comme ça. De tout temps, il te faut une locomotive localement pour pouvoir ensuite créer des champions, en tout cas des futurs champions qui vont admirer le champion actuel. Là, ils n'en ont pas qu'un seul à regarder, ils en ont plusieurs. Ils ont une grande star, évidemment, dont on parle aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont là à côté et d'autres qui arrivent. Donc, pour les gamins qui arrivent, comme tu le dis, on est en train de créer une génération d'élite, là, probablement. Je pense que tu n'as pas fini d'en voir des champions du monde qui viennent de là-bas, notamment, bien sûr, dans ces petites catégories, même si un Jin Sasaki montre que ça commence à se développer aussi un peu plus haut. Forcément, d'ailleurs. On repart sur ce combat donc, contre TJ Doheny. On rappelle, il a déjà nettoyé un peu le top de la catégorie, parce qu'il a tapé Fulton, Tapales et Neri 3 fois de suite, qui sont à peu près, je crois, numéro 1, 2, 3 The Ring. En tout cas, consensus, voilà, où je crois que c'est 1 et 2 et 4 ou 5, enfin quelque chose comme ça. TJ Doheny, lui, il est numéro 7. Il est en train de nettoyer le top 10, voilà, chez les Supercoques. TJ Doheny, l'Irlandais, moi j'ai noté, pour moi, c'est le combat que j'attends le moins depuis Aran Dipean pour Inoue en décembre 2021. C'est pas un combat qui m'excite des masses. C'est quoi ton avis là-dessus? Non, personne peut te dire que c'est le combat que tu voulais voir et que tu attendais, ou tu t'imagines que Doheny va opposer une résistance plus importante que celle de Neri par exemple ou de Fulton, donc ça c'est le niveau en dessous quand même. Ça redescend un petit peu, mais en même temps comme tu l'as dit, il vient de nous donner trois classiques. Il a affronté 3 adversaires super dangereux, il les a battus. C'est dans une carrière de boxe, c'est normal aussi qu'on doive affronter d'autres combattants du top 10, d'autres tu vas avoir des mandatory comme on dit, des challengers obligatoires, et on peut pas faire tout ce qu'on veut en boxe. C'est aussi, il faut le rappeler, et ce combat-là il vient rappeler ça à tous les fans, mais en même temps on rentre là dans une petite période où ça va être le cas un peu dans toutes les catégories, faut pas se mentir. On a eu de très bons combats, de très belles oppositions qu'on voulait voir et qu'on a eu, et là maintenant une fois qu'on les a eu, c'est normal aussi de rentrer un petit peu dans une ère où on va avoir des combats contre des challengers obligatoires avant probablement d'avoir à nouveau des combats qu'on voulait voir. C'est le principe en fait, quand tu vois les gros combats ils peuvent pas se multiplier non plus, il y a un moment ça doit passer aussi par ces petits combats que des fois on dit tune-up fight un peu, mais et puis c'est difficile, mais quand tu rentres dans la sphère des Naoya Inoue, Terence Crawford, Alexander Usyk, tous les grands, les Canelo qu'on peut citer, en fait c'est difficile parce que les adversaires à ton niveau ou qui font un combat à beaucoup d'attentes autour, il y en a peu. Ils sont rares. Il y en a peu, on parle d'air raréfié, comme on dit, et quand tu es au sommet, c'est exactement ça. Et il faut aussi, non seulement il faut que ces combattants-là restent actifs, donc les top combattants ne sont pas toujours prêts, c'est des négociations, c'est compliqué, tout le monde n'est pas avec le même promoteur, plus les diffuseurs télé, etc., même si c'est un peu plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et puis encore une fois, c'est important de pouvoir donner la chance à des mecs du top 10 qui se sont battus toute leur carrière pour en arriver là, et ce serait totalement injuste de pas leur donner leur chance. On parlait de Christian Mbili juste la semaine dernière, donc c'est dans ces cas-là que c'est bien pour Doheny qui a mérité lui aussi d'avoir une chance pour le top. C'est son money fight aussi, enfin pour ces petites catégories-là, ces catégories-là, Inoue c'est le money fight. Il y a un clin d'œil marrant parce qu'en 2019 à Glasgow, quand Inoue affrontait Manuel Rodriguez, Doheny est au premier rang dans le public et il y a une photo où il prend Inoue en photo quand il est en train de rentrer vers le ring, et il lui-même le dit, il dit j'étais fan du gars en fait et je deviens rival. Donc il y a en plus pour ce que sera, je pense, le plus gros chèque de sa carrière. Donc, comme tu dis, c'est mérité pour ces mecs du top 10 qui sont battus aussi. Je fais les petites explications de pourquoi on se retrouve avec des TJ Doheny, parce que ça montre aussi ce qui est devenu Inoue pour le coup. Au Tokyo Dome en mai, on s'était laissé sur la victoire contre Neri, et il y a Sam Goodman, l'Australien, qui est le mandatory de 2 fédérations, je crois qu'il est mandatory WBO et IBF, qui était monté dans le ring, souviens-toi, pour le défier. J'avais oublié d'ailleurs, maintenant que tu me le rappelles. Il est monté dans le ring, c'est toi le prochain, et je crois qu'il lui dit un truc, moi je suis prêt, je te prends un peu quand tu veux, voilà, c'est moi le prochain. Résultat, quand on lui a dit de signer le contrat, il a pas signé le contrat, Sam Goodman. Il a dit, je vais affronter un Thaïlandais en juillet pour me faire un peu, pour me chauffer un peu, puis je préfère prendre Inoue en décembre. Au final, Sam Goodman, il s'est pété la main.
main contre le Thaïlandais. Il a gagné, mais il s'est pété la main. Il est en train de remis et il n'est pas sûr qu'il puisse signer pour décembre. Donc il va peut-être avoir raté son money fight parce que. Ah bah ça c'est clair. Mais tu vois, il y a un côté, les mecs montent sur le ring, puis une fois qu'ils se rendent compte qu'il faut signer le truc, je vais peut-être attendre un peu. Ouais. Ouais. Franchement, c'est très dommage pour lui d'avoir fait ça. Après, c'est des choix à faire de carrière. Les opportunités, elles peuvent passer après. Mais les opportunités, elles passent surtout avec un combattant que tu sais. Je pense que c'est de notoriété publique qui va pas rester si longtemps que ça dans cette catégorie. Donc le money fight, il existe peut-être que jusque début 2025. Passé ce délai, il sera probablement monté en fait. Ce sera à voir, ou en tout cas s'il reste, parce qu'il l'a laissé entendre ces derniers temps aussi, qu'il a dit qu'il pouvait réfléchir à rester plus longtemps, voire même, c'est la première fois que je l'entends dire, il a dit pourquoi pas rester jusqu'à la fin de carrière en super bantam, parce que lui est toujours monté quand son corps lui dit. Je pense aussi qu'il finira en plume à un moment et pas dans si longtemps que ça. Ouais. Par contre, il peut rester, mais ce ne sera pas pour Sam Goodman. Non, clairement. Ce sera pour d'autres combats. C'est ce que j'allais dire, c'est l'autre chose, c'est que tu signes pas le contrat alors que tu es monté dans le ring, déjà c'est compliqué. Tu te casses la main et puis derrière, on sait tous que au niveau promotionnel au Japon, et les combattants japonais, c'est très droit, c'est très carré. Donc si on commence à compliquer les choses, ils vont se tourner vers un autre adversaire. Il y en a plein qui veulent la place. T'aurais pu aussi prendre l'Ouzbek, Mourojdan Akhmadaliev, qui était lui numéro 1 WBA, mais ça, il y a eu un petit problème en gros, l'équipe de l'Ouzbek, qui est chez Matchroom, qui est en copromotion là-bas, voulait que ce combat se fasse en co-main event de Joshua Dubois à Wembley fin septembre. Naoya Inoue, c'est pas un co-main event, Baba, on est d'accord ? Non, pas du tout, non. Donc, son équipe a refusé, elle a dit nous, c'est au Japon. Et donc, le choix de TJ Odoeni, il est logique aussi, parce que c'est un Irlandais qui est installé en Australie, 26-4 en carrière, 20 KO, ça tape quand même fort. Il a été champion IBF des super bantams, des super coqs, donc dans cette caté. Et pour ça, il avait battu un Japonais. Au Korakuen Hall, c'était en 2018, c'était Ryosuke Iwasa. Il l'avait défendu qu'une seule fois, contre un Japonais aussi. Il a connu quelques défaites après une période de 4 défaites en 6 combats. Et depuis, il est sur 3 victoires au Japon, 3 KO, que dans des soirées d'Ohashi. Donc on rappelle qu'au Japon, le gym, la salle Ohashi dans laquelle est Inoue, est aussi le promoteur. Chaque salle est son propre promoteur. Et notamment, le premier KO, c'est contre un Japonais, c'est Kazuki Nakajima, qui a fighté il y a 2-3 jours, qui a repris un titre régional, et qui met KO avec un KO bien violent. Donc t'as un storytelling aussi, avec Inoue qui vient venger son coéquipier de salle, tout ça. Et c'est un choix, c'est là où je venais en venir, c'est là où c'est marrant dans les choix d'Inoue, c'est que je pense que c'est le mec qui choisit le moins lui-même ses fights. C'est-à-dire que lui, dans le système d'organisation japonais, il l'a déjà expliqué, il a une totale confiance en Hideuki Ohashi, donc l'ancien champion du monde des pailles, qui est le patron d'Ohashi Gym, et dans son père Shingo, qui est son papa et son coach. Et en gros, c'est pas lui qui leur dit « moi je fais tel mec et vous me trouvez le fight ». Ils se concertent tous, et si Ohashi dit « c'est ce combat qui fait le plus de sens à Tokyo dans tel cadre », Naoya approuve et dit oui. C'est aussi symptomatique, tu vois, d'une organisation et d'une façon de faire. Ouais, bien sûr, il gère sa carrière totalement différemment des autres superstars de la discipline. On est sur 5-6 superstars actuellement de la boxe qui sont en contrôle total de leur carrière, qui font venir les challengers à eux et qui organisent leur propre gala quasiment. Et je pense que c'est le seul qui est pas dans un choix purement qui va l'arranger à 100%, etc. Ouais, parce que tu vois, par exemple à Canelo, je pense que Canelo choisit. Je pense qu'il n'y a personne dans son équipe qui lui dit tu vas affronter tel mec, et Canelo dit oui. Ah non, Canelo le revendique clairement. Il a redit dans une interview récemment qu'il s'est mis lui en position, son travail l'a mis en position de choisir qui il veut quand il veut, et c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il a justifié son choix de Berlanga. Et je pense que ça va bien avec les deux caractères aussi. Je pense que ça va bien à Inoue d'être dans cette team, tu vois, et de pas être c'est moi le patron et je décide, et ça va bien avec Canelo d'être son propre patron, le mec qui décide de sa carrière. On est vraiment sur deux écoles différentes, tout simplement. On est sur l'école asiatique, Japon, Thaïlande, etc., où on a vraiment l'habitude que les promoteurs et les clubs soient vraiment en charge de la carrière des boxeurs et que le combattant soit lui uniquement en charge de sa carrière sportive. Et puis la façon de faire occidentale, où dès que le boxeur devient star, c'est lui qui est en contrôle, surtout depuis l'époque où Floyd Mayweather a terminé son contrat avec Top Rank et qu'il a pris en main sa carrière. Tous les autres boxeurs ont vu ce que ça avait donné pour lui, et maintenant il est hors de question pour les boxeurs qui deviennent des stars de laisser la gestion de leur carrière à quelqu'un d'autre. L'influence de Floyd, c'est pas seulement le zéro, c'est pas seulement le zéro, il faudra en parler un jour de ça, mais à mon sens il y a eu le Ali Act et il y a eu ce que Floyd a fait derrière. C'est des choses importantes. C'est même plus important l'impact sur le business finalement que sur la recherche du zéro ou de protéger sa carrière comme ça. Donc voilà, donc si en tout cas Naoya reste en Supercoq, donc on l'a dit, il y a Goodman, il y a Akhmadaliev, il y a le Mexicain
David Picasso qui est devenu mandatory WBC, mais comme le mandatory c'était WBC, c'était Neri, le challenger obligatoire reviendra après toutes les autres, donc ce sera pas pour tout de suite pour le Mexicain. En vrai, Baba, on va pas se mentir, on serait déçu s'il monte pas en plume quand même assez vite. Tu vois, par rapport à ce qu'il a dit dernièrement. Ouais. Moi quand même un peu. Ouais. Un tout petit peu. Maintenant, j'ai pas envie aussi de m'habituer à ce que les gars soient obligés de monter de KT. Mais quand même, dans son cas à lui, dans son cas précis, bah, il a déjà fait le tour rapidement en fait de cette catégorie-là. Il a battu les tops. Quand tu bats le 1 et 2 sont des deux premiers combats, ça complique. Voilà. Et il a unifié, tu vois. Si encore il n'avait pas unifié et tout, mais voilà, il a pris toutes les ceintures en battant les meilleurs combattants possibles. J'ai envie de le voir se tester dans la catégorie du dessus. Maintenant, j'ai pas envie qu'il monte trop. Pour moi, j'espère que ce serait la dernière montée en poids. J'ai pas l'impression qu'il puisse aller plus haut que ça. Il a toujours, tu vois, dans tout ce que j'ai lu de ces derniers mois, il a toujours mis la limite à plume. Moi, je pense qu'il faut pas aller plus haut que ça. Ce serait très bien. Non. Ce qui ferait sa 5e catégorie, de tenter de devenir champion dans une 5e. Et il a zappé les mouches puisqu'il est passé des mi-mouches directement aux super mouches pour une question de poids. Son corps, ça n'est trop compliqué à gérer. Donc c'est sur un truc de 6 catégories en tout, ça commence à faire pas mal. Ouais, c'est vraiment bien, Là, et tu rentres dans une catégorie qui est pas si remplie que ça, hein, des boxeurs qui sont champions dans 5 catégories différentes. Donc il accomplirait quelque chose de très grand. Et puis dans les champions de 5 catégories différentes qui ont unifié 2 catégories, là, je pense qu'il y en a très 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 peu. Je sais pas s'il est pas tout seul même. L'air est très très rare. Donc c'est vraiment bien. Moi je pense pas qu'il faut qu'il monte plus que ça, mais en même temps, j'aimerais bien qu'il monte. Il est pas si jeune que ça. Non, 31 ans. Et lui a toujours dit que sa carrière durait 15 ans avec 3 blocs de 5 ans. Il a déjà fait 10 ans. On entame le dernier bloc. Il est dans le dernier. C'est la toute fin. Chez les plumes, il y a les combats sympas. Il y a les Mexicains Espinoza, t'as Vargas, t'as l'Américain Angelo Leo, Nick Ball, le Britannique, ça donnerait des combats sympas. Il n'y a pas non plus de combat. Ce qui fait que moi, je suis pas non plus hyper pressé, c'est qu'il n'y a pas de combat oufissime en plume. Il n'y a pas un mec contre qui j'ai absolument envie de le voir. Tu vois ce que je veux dire ? Superstar qui pourrait même descendre d'une KT pour l'affronter. Non, il n'y a pas ce truc-là de super fight qui serait là à 126 pounds. En vrai, Baba, et on finit le contexte là-dessus, on va plonger ensuite dans ses forces techniques. Il reste 2 combats dingues dans sa carrière. Il n'y a que 2 combats qui nous intéressent vraiment. Puisque, vous savez, si vous écoutez le Fighter Club, l'idée de Tank Davis, on oublie, nous, ici. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens quand vous voyez les 2 carrières. C'est Junto Nakatani, le champion WBC des coqs, le japonais, donc qui est champion dans 3 catégories, qui est juste la catégorie d'en dessous, qui est un très grand. Il était déjà très grand chez les mouches et les super mouches. Il sera très à l'aise dans la catégorie. Très à l'aise en super coq. En vrai, si Inoue reste là en 2025, il nous faut ça, Baba. Je vois pas comment. C'est impossible qu'il l'ait pas, son manager, en ligne de mire, évidemment. Ce serait un combat événement au Japon. Ce serait quelque chose qui probablement battrait tous les records de ce qu'ils ont fait avant. Et même dans le monde entier, pour nous, c'est quelque chose qui serait énormément suivi. Les 2 combattants ont bien monté leur marque. Enfin, Naoya, c'est Naoya. Junto l'est bien monté ces 2 dernières années. Maintenant, tout le monde le connaît. Tout le monde regarde. Moi, son dernier combat, il y a eu énormément de hype autour. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Donc c'est le combat qu'on attend tous. C'est un des combats les plus attendus de la boxe en vrai. Quand tu vois, quand t'es fan de ces KT là aussi, c'est vraiment, moi je le mets au niveau des Beterbiev Bivol, bien sûr, Fury. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose. Pour moi perso en tout cas. Si on suit la boxe, en tout cas, c'est un combat qu'on veut voir parmi tous les autres qu'on veut voir absolument. Et ce sera un combat énorme. Et le deuxième, bien sûr, et encore plus si, donc, dans cette idée, cette phrase qu'il a dit dernièrement de pourquoi pas rester en fait assez longtemps en Supercoq. Et en fait, d'ailleurs, Naoya, quand tu regardes, il reste assez longtemps dans chaque. Oui, quand même. Ouais. Il fait pas de passage très court, tu vois. Donc ça me paraît très logique qu'il reste un peu. C'est Bam Rodriguez. On sait, un de nos chouchous aussi, le champion WC The Ring des super mouches. Il est 4-2 KT. Alors, Bam, il faudra un peu de temps pour qu'il monte. Mais tu vois, dans un truc où Inoue reste encore 2 ans et demi chez Super Bantam, c'est pas si dingue de se dire que Bam pourrait monter pour nous offrir un deuxième super fight. C'est pas dingue, je pense que Bam il est en chemin. Il est clairement en chemin. Et puis, à l'horizon de Bam Rodriguez, c'est le plus gros combat qu'il puisse faire. Dans son horizon à lui, il n'y a pas de plus gros combat. Ce sera le plus gros combat de sa carrière. Voilà, c'est ça. Donc, ce serait pour moi même probablement son apogée de combattre Inoue et voir le battre. Donc, clairement, ce serait génial. Et même s'il vient d'éclater là en dessous, pour Inoue, ce sera aussi un des sommets de sa carrière. Ah, bien sûr. Il y a d'autres combattants qui ont accueilli des combattants de la catégorie d'en dessous et ça a été leur sommet. Pourtant, avec des carrières très riche. Tu prends la carrière de la Hoya qui a eu une carrière extrêmement riche avec des très beaux combats et bien avant ça, mais c'est quand Floyd est monté que
Et la plupart des gens ne se rappellent que de ce combat-là. Donc oui, ce serait pour les deux la même chose. Ouais. Et pour vous conclure sur ce méga choc avec Junto Nakatani, le choc japonais, ça va être assez simple à monter puisque Tekken, qui est le promoteur pour le coup avec Mister Honda de Nakatani, et Ohashi travaillent très bien ensemble. Ouais. C'est un des rares gros fight qui n'a pas besoin de l'Arabie Saoudite et de Turquie à l'Al-Sheikh. Il vit tout seul le combat. Il va se faire tout seul et il n'aura pas besoin d'argent extérieur. Ça va se faire très bien au Tokyo Dome ou d'ailleurs peut-être même dans plus grand. Et puis narrativement c'est parfait puisqu'on disait là ces 2 soirées du 13-14 octobre, on a Nakatani qui défend sa couronne chez les coqs et Takuma Inoue, petit frère de Naoya qui défend la sienne chez les coqs, à un jour d'intervalle. Bien sûr qu'il y a l'idée de l'unification entre les deux juste derrière. Ça se fera, oui. Nakatani, a priori, en tout cas, moi je le mets grand favori de ce combat-là, battrait Takuma et ensuite le grand frère qui vient. Enfin, Nakatani qui monte pour affronter le grand frère après le petit frère. Même narrativement, c'est top. Visiblement, c'est ce sur quoi on est en train de se diriger en tout cas. On est en train de regarder l'histoire s'écrire et jusqu'ici tout va bien, entre guillemets. On va voir comment ça va se passer 13-14 octobre et puis aussi ce week-end. A priori, ça devrait bien se passer. Ça va aller tranquillement et je pense qu'on peut viser quelque chose sur le dernier trimestre de 2025, enfin le dernier quart en tout cas de 2025, où on pourrait voir Inoue et Nakatani s'affronter. Ouais, ça pourrait bien ressembler à ça. On passe dans notre dossier technique, Baba. Yes. Qu'est-ce qui le rend si fort ? C'est le titre de cette émission. Pourquoi ? Parce qu'on vous en parle tout le temps. Vous savez à quel point je suis propagandiste pour Naoya. mais qu'est-ce qui le rend si fort, Baba ? Est-ce que déjà, les premiers points que tu noterais, que toi, tu vois, avant de rentrer peut-être dans le détail, mais c'est quoi les points les plus importants pour toi à noter dans ce qui fait sa grandeur sur le plan technique ? J'avais déjà dit dans une autre émission à l'époque, mais on va rentrer plus dans le détail, mais c'est fondamentaux. Tout simplement. La qualité assez incroyable de ces fondamentaux. On parle beaucoup de ça en boxe, on parle beaucoup du fait que tu es bien appris à positionner tes pieds, à bien te déplacer en gardant ton positionnement, en gardant ton équilibre qui va te permettre de pouvoir frapper correctement. Le punch, ça part des pieds, ça part pas des mains. Et avec lui, c'est parfait. C'est parfait. Tu peux regarder, il est jamais hors de position. En fait, il y a cette idée que les gens auront peut-être du mal à comprendre en étant moins suiveurs de boxe, que tout le monde, celui-là, il est puissant, c'est un KO power, et il éteint tout le monde. Mais c'est ça. Il faut savoir bien placer ses pieds pour générer cette puissance. Exactement. Elle ne se génère pas toute seule, Baba. L'exemple le plus récent que je peux donner aux gens, c'est quand Joshua met KO Ngannou, le positionnement de ses jambes sur la dernière droite. Il positionne d'abord bien ses jambes, et après il envoie une droite de l'enfer. Donc c'est à peu près ça. Là où c'est super impressionnant pour Naoya Inoue, c'est que c'est dans une petite catégorie où tout le monde a un très bon jeu de jambes. Il n'y a pas de combattant dans ces catégories-là où il y a des mecs qui bougent pas bien. Tout le monde bouge très bien, c'est normal, mais lui, il le fait parfaitement bien, il est jamais hors de position, même quand Neri l'envoie au tapis, tu vois, il prend le coup, bien entendu, et ensuite, quand Neri le poursuit pour essayer de le terminer, c'est là où on voit que c'est assez exceptionnel, tu vois. Il se déplace parfaitement, il arrive même à trouver des contre-attaques. Ouais. Il gagne la fin du round. Tu vois, c'est ça. C'est incroyable, il gagne la fin du round. Parce qu'il reste très droit, très concentré, se déplace comme il faut, et comme il est bien en équilibre, il arrive quand même à trouver des comptes pour dire à Neri, ok, tu m'as touché, mais si tu continues à t'approcher comme ça, c'est moi qui vais te mettre KO tout de suite, en fait. Donc c'est la première chose que je noterais chez lui. C'est fondamentaux, ce jeu de jambes. Qui permettent aussi, moi, ce qui était un des autres points importants que j'avais déjà cité dans toutes les émissions qu'on a fait sur Inoue, c'est l'équilibre. L'équilibre parfait qu'il a toujours, quasiment. Tous les coups, tu as l'impression que c'est le coup mis au bon moment, quand son corps est bien placé. Et ce qui est plus étonnant, parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui arrivent, pour le coup, il y a beaucoup de boxeurs techniques, mais même sur des combinaisons, au bout du 4, 5e coup, il est toujours bien placé. Ça bouge pas. Ça, c'est quelque chose qui est rare. Tu vois, je demande au coach de boxe, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper rare, surtout en bout de combinaison comme ça. Surtout en bout de combinaison et surtout quand tu veux taper fort. Quand, là, on est sur un combat professionnel, tu veux taper très fort, donc c'est pas facile de garder comme ça vraiment un positionnement intact qui va faire qu'à chaque coup, tu vas faire mal. Le finish sur Neri, il est exceptionnel. Avec le même bras, uppercut et direct du bras arrière. Du bras arrière, je précise bien, comme tu le dis, c'est avec un équilibre parfait qui fait que tu vas générer de la puissance sur les deux coups. Intéressant que tu rentres dans cet exemple, parce que je l'avais noté dans les exemples dans lesquels je voulais rentrer, Baba. Ce direct du bras arrière contre Neri, il est vraiment très proche de Neri. Il est très très proche, Tu vois, il a pas la distance pour bien générer la puissance. Pourtant, ça éteint la lumière directe. Ça part. C'est que c'est techniquement parfait. C'est techniquement parfait. Tout est engagé. Il y a le poids du corps qui est bien engagé. Les jambes sont bien ancrées. La hanche qui part. Le coup il est sec en plus. Enfin, les deux coups sont secs. C'est ce que quand tu parles d'équilibre, c'est sur cette séquence-là, on voit parfaitement que c'est le cas. On le voit aussi quand il met KO Fulton,
où c'est sur une combinaison somme toute très simple, hein. Bras avant, bras arrière, il n'a pas réinventé la roue sur cette combinaison-là, mais il touche parfaitement. Et puis derrière, une fois qu'il faut combler la distance entre lui et Fulton pour terminer, bah c'est là où ce que tu dis Alex, c'est important. Il va combler la distance en se jetant, t'as l'impression qu'il se jette, toi, en fait. Oui, sur ce coup d'après, la gauche, quand il est... Spécialement parce qu'il est vraiment bien positionné, et là, son crochet du gauche, bah, il arrive full force parce qu'il n'est pas en train de tomber en avant, il n'est pas en train de se jeter. Ça arrive tout le temps, de voir des combattants qui se jettent, qui ratent des coups, etc. Bah là, non, pas du tout, en fait. C'est trop marrant sur cette action-là, parce que, je sais pas si t'as suivi, mais Fulton, il lâche pas l'affaire sur ça, sur les réseaux. En fait, son gant touche après avoir pris la droite. Exact, donc il est énervé parce que l'arbitre n'est pas intervenu et a laissé Inoue mettre ce coup un peu plongeant. Et il y a plein de mecs qui lui répondaient, mais l'arbitre n'avait même pas le temps. Il aurait fallu qu'il se téléporte. L'autre arrive tellement vite, c'est tellement bien équilibré, tellement boum. Il n'a pas le temps. En fait. Il n'y a pas du tout le temps. Moi en live, j'ai raté le knockdown. Ça se passe en 2 secondes, même pas, quoi. Mais c'est moi, c'est quand il le redit que ah oui, en effet, son gant il touche. Son gant il touche, mais bon, mais là, tu peux pas intervenir en fait. C'est trop compliqué. Tu peux pas intervenir à cette vitesse-là parce que ça va beaucoup trop vite. Le dernier exemple que je donnerais, c'est à l'époque du tournoi avec les frères Sauerland, le World Boxing Super Series, où ils combattent à Palès. Et c'est un combattant qui est fausse patte, qui est gaucher. Et on dit tout le temps, moi-même qui est gaucher, qu'il faut mettre le pied à l'extérieur, que c'est mieux pour pouvoir taper fort avec ton bras arrière. Inoue positionne son pied avant à l'intérieur de la garde de son adversaire. Et ça n'empêche pas d'envoyer un 1-2 en ligne qui met KO son adversaire froidement. Là, tu dis, écoute, tu rentres à la salle, tu dis, alors, tu te rappelles quand je t'ai dit, mets toujours ton pied à l'extérieur ? En fait, tu peux mettre ton pied à l'intérieur, mais parce que. Donc, c'est vraiment, il va t'apprendre des choses en fait en termes de positionnement, en termes de sélection de ses coups par rapport au positionnement de son corps. Et là, c'est intéressant. Tu dirais que il est capable aussi de le faire parce que c'est Naoya Inoue, parce que c'est un boxeur à part où justement il apprend des trucs sur lesquels tu peux t'inspirer avec d'autres boxeurs d'autres niveaux. Je pense que c'est le 3e volet que je voulais aborder. C'est son intelligence de combat. Je pense que son intelligence de combat... C'est presque sous-estimé. Voilà, son intelligence de préparation fait que tu peux pas dire que ça n'a pas été préparé, c'est pas que de l'instinct. Il savait qu'il pouvait le faire, il l'a fait contre ce combattant parce qu'il touchait beaucoup les deux, le bras avant, et il a accéléré d'un seul coup. Et oui, il peut le faire parce que c'est Inoue, mais il y a d'autres boxeurs qui peuvent le faire aussi et s'inspirer d'Inoue pour combattre de cette manière-là, et d'avoir ces stratégies-là de combat, clairement. Autre point moi, que je voulais noter qui est hyper intéressant, c'est la capacité à varier les coups. Il est bon des 2 bras. Quand tu regardes la série, toute sa liste de KO, il y en a beaucoup, puisqu'on a 24 en 27 combats, il y a des KO avec toutes les formes de coups. Il y a un peu tout. Ce qui est quand même aussi, tu vois, il y a des spécialistes, il y a des mecs qui te font des séries de KO un peu avec leur même coup, parce que c'est normal, ils ont une grosse arme. Là, c'est très dur à gérer pour un adversaire quand ça peut venir de partout, on est d'accord ? Il y a tout, il frappe fort avec les 2 mains, comme tu l'as dit, donc déjà rien que cette notion-là, déjà elle est chiante à gérer, tu vois. Quand tu vas commencer un combat, tu te rends compte que sa main gauche ou sa main droite tape aussi fort l'une que l'autre, ça c'est très compliqué à gérer. Parce que tu peux toujours gérer, tourner du bon côté en fait. Tu vas essayer de tourner du côté de la main qui frappe le moins fort, sauf que là, tu tentes sur son bras avant, tu as très mal, tu tentes sur son bras arrière, tu as encore plus mal, donc c'est compliqué. Et puis il tape fort au corps, donc il a des KO au corps, il a des KO sur des directs, il a des KO sur des crochets, il a des KO sur des uppercuts, il a des KO en reculant, il a des KO en avançant, il y a tout en fait. Il y a tout, vraiment. Mais vraiment la palette totale. C'est marrant, les KO en reculant que tu dis, c'est un des KO que j'aime vachement citer sur Naoya, son 2e combat pro au Koroka UN Hall, où le mec lui avance dessus, je sais même plus le nom de l'adversaire, et il part 3 fois et en reculant, et boum, il a juste à en mettre une gauche et l'autre tombe directement. C'est assez impressionnant comme KO si vous l'avez jamais vu. Un point que j'avais noté dans les émissions d'avant aussi, c'est sa capacité à changer la vitesse et la puissance des coups dans les combinaisons. À commencer une combinaison faiblement et boum. Même d'ailleurs, pour finir Neri, la vitesse qu'il met sur le dernier, comme on dit, alors qu'il est à courte distance. Moi, je vous invite encore à regarder l'enchaînement au ralenti, et en fait, c'est comme si c'était pas au ralenti. L'enchaînement des 2 coups avec le même bras, il va à une vitesse telle que tu as l'impression que c'est pas possible, quoi. C'est pas normal. Et c'est ce qui fait beaucoup. C'est ce qui fait beaucoup de toucher l'adversaire un petit peu, voir où il est, j'ai réglé sa distance, et puis d'un seul coup, en fait, ça va exploser. Et donc, on part d'une boxe où on va être un petit peu standard, on va vraiment essayer de positionner ses mains pour voir où est l'adversaire, et puis d'un seul coup, il va accélérer sur 2-3 coups qui vont faire très très mal, et qui vont très précis en plus. Donc, il va pas juste toucher les gants, il va pas juste taper les bras, il va être extrêmement précis dans ses combinaisons. C'est le mix, en fait. D'ailleurs, lui dit, je pense qu'il y a d'autres combattants qui ont des puissances similaires à la mienne. Par contre, précision, vitesse, puissance, je pense que quand même que j'ai un combo assez
assez haut. Il a tout, et ça s'appelle l'explosivité. Ce que tu viens de citer, ces 3 qualités-là, ça s'appelle l'explosivité. C'est un combattant extrêmement explosif. Je pense que c'est un combattant que si tu vois à l'entraînement au quotidien, mais qui fait pas de boxe, tu vois, juste de la prépa physique, tu vas te rendre compte en fait qu'il pourrait faire autre chose. Tu vas te rendre compte qu'il pourrait faire du 110 mètres, j'en sais rien moi, qu'il pourrait faire un autre sport et qui serait tout aussi bon. Là, les photos qui passent, parenthèse, mais il est ripped, comme on dit en anglais. Là, il est physiquement très explosif. C'est ce qui le diffère d'ailleurs, pour moi, grandement de son frère. On le voit quand on voit les deux à l'œuvre, tu te rends compte que c'est un très très bon boxeur, Takuma. C'est un très très bon boxeur, mais qui est beaucoup moins explosif. Qui a beaucoup progressé d'ailleurs. Qui est moins athlétique. Mais ça devient un meilleur boxeur, il a compensé avec autre chose. Tu sais, tu le vois vachement la différence entre Donner 1 et Donner 2. Où tu sens qu'il est devenu un vrai bantam. Tu vois, c'est différent. Il a grandi dans son corps, il a fait le travail physique. Alors que dans le premier, tu as l'impression que Donner est quand même le gros dans le ring. Le deuxième, c'est plus la même. Ouais, et puis quand lui-même parle de combattants plus puissants, Donner est plus puissant que lui. Donner est plus puissant qu'Inoue, et c'est juste que, comme tu l'as dit, en termes de vitesse, de puissance et de précision, Naoya est meilleur. Et j'adore parce qu'il est très, dans ses phrases, c'est très aussi la culture japonaise, mais il est très candide sur lui-même. J'en avais noté une qui me faisait marrer. Donc il y a des boxeurs qui ont une puissance de frappe plus forte que moi, mais moi je suis doué pour la puissance à courte distance. Je suis doué. Ouais, t'es un peu doué, quand même. Un petit peu, c'est clair. Un petit peu beaucoup. On reste sur un peu ces fondamentaux et cet équilibre dont tu parles, parce qu'il y a un point qui va avec ces choses-là que j'aimerais aborder avec toi. Les mouvements de tête, je trouve qu'ils sont vraiment très beau, très efficace, et ça permet de varier les coups aussi avec lesquels il commence ses combinaisons. Il est pas prévisible, je trouve. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Oui, sa tête elle est rarement dans la ligne de frappe, comme on dit, où on peut toucher sur des directs. Il va bien bouger la tête, que ce soit défensivement ou même proactivement, pour pouvoir se trouver, pour pouvoir se créer des opportunités justement de frappe, qui font que il va pouvoir commencer un enchaînement au corps, le finir à la tête, ou l'inverse, parce que justement sa tête sera bien positionnée, ses épaules seront bien positionnées. Je reprends encore le combat contre Nery, parce qu'il y a eu beaucoup à boire et à manger dans ce combat-là. Mais il bouge super bien la tête défensivement, en reculant, quand Nery est en train de le pourchasser à travers le ring. Fin de premier round, après le down. Il reste quand même honnête sur sa défense, en se disant qu'il faut que je bouge la tête, il faut que je fasse attention. Il le fait très bien. Ça fait que Nery le touche très peu en fait dans cette séquence-là où il essaye de le terminer. Ouais, tout à fait. Alors qu'il sent l'odeur du sang, Nery, et on sait que c'est un finisseur. Il est excellent sur ce domaine. Il sait faire ça. Donc cette gestion de cette fin de premier round, moi je la trouve hyper impressionnante à revoir, parce que c'est le premier down de sa carrière. C'est le premier moment où il est un peu dans le mal. T'es au Tokyo Dome avec toute la pression qu'il y avait pour lui d'être la star de cet événement. Et il y a une maîtrise mentale aussi, tu vois, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a pas de, on ne devient pas foufou parce qu'on est dans une mauvaise situation. Ce mental, il est à noter aussi pour toi? Ah oui, tu le vois dans le ring en fait. Je pense que oui, je pense qu'on le voit. Je pense qu'il a quelque chose qu'il montre de plus en plus. Il l'a montré contre Nery, clairement, où il est dans les rounds du milieu du combat en tout cas, avant le finish. Il commence un petit peu à jouer avec le mental de son adversaire. On le voit chambrer un petit peu, on le voit rentrer dans sa tête. Il l'a fait d'autres fois, même si c'était moins. Il y a un exemple, on va un peu plus tard là dans l'émission, je vais te citer un exemple, parce qu'il y a un combat qui est très intéressant pour ça. Mais voilà, des fois c'est moins flagrant, c'est juste qu'il va rigoler un peu, sourire un peu, et montrer à son adversaire que ça va être compliqué pour lui ce soir. Et donc mentalement, il a ce côté-là que j'aime bien, où tu sens que c'est un combattant respectueux et gentil, mais il y a quand même ce côté. L'arrogance qu'on aime bien dans la boxe, cette arrogance-là de tu me battras pas aujourd'hui, quoi. Nery, quand il met down, tu le vois, tu vois même au visage, je trouve, il réveille un peu le monstre. C'est ok, on va jouer. C'est pour ça qu'on est venu, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. C'est cool. Il y a une opposition. Et maintenant on va jouer un peu et on va s'amuser. Le combat que je te parlais, mais on rentre directement là parce que c'est marrant. C'est Paul Butler. Quand il unifie les 4 ceintures des coqs, c'est décembre 2022. Paul Butler, c'est un délire. Butler, il fait une photo à la fin dans le vestiaire avec sa team, qu'il poste sur les réseaux sociaux en disant voyez, à tous ceux qui disaient que je tomberais en 2 rounds, j'ai tenu parce que je tiens 11 rounds, je crois, il était content, 10 ou 11. Mais il est content d'avoir tenu, tu vois, le plus longtemps possible. Il est là pour survivre. Il n'engage pas. Dès le début du combat. Il met pas de coups dès le début du combat. Et là, moi, ce combat est intéressant pour 2 choses. Par rapport à ce que tu disais là, il le provoque. Ce qui n'est pas d'habitude avec Naoya. Il baisse les mains. Il y a un moment, il lui dit viens. En fait, il le provoque pour. Oui, parce qu'il veut échanger. Voilà, il veut échanger. Il veut que l'autre se livre un peu. Butler se livre pas quand même. Et là, il montre, je trouve, une autre facette très intéressante, un point technique pour moi très intéressant de lui, sa faculté à couper le ring. Il est obligé. Tu veux pas engager ? Vas-y, je vais venir. Je vais te chercher. Il est obligé. Il le martyrise contre les cordes, il le martyrise dans les coins. Enfin, c'est. Ouais, Butler, il a quand même encaissé beaucoup. Moi, il m'avait surpris dans ce combat-là, d'ailleurs. Et puis.
Naoya, moi ce que j'ai bien aimé sur ce combat-là, c'était même si bon, il a joué un peu, hein, il a essayé, il a baissé les mains, etc. Il y a beaucoup de combattants qui se frustrent dans cette position-là et qui font un peu n'importe quoi, qui courent, qui envoient plein de combinaisons, ils ratent beaucoup de coups. Bah, ça n'a pas trop été le cas. Il a quand même bien coupé le ring, ouais, comme tu l'as dit, et il a essayé de choisir ses coups le mieux possible. Donc il a pris son temps, même s'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas un KO très tôt dans le combat. Donc il a pris son temps, il est resté patient et le finish il a terminé, il a quand même en fin de combat il a quand même réussi quoi. Donc mais ouais, il a montré un petit peu dans ce combat-là aussi que mentalement il est bien dans ses combats et il est capable de montrer plusieurs personnalités. Hein. Il peut être agressif comme il peut jouer, comme il peut montrer que moi c'est vraiment ce qui dégage, c'est cette impression de aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux, tu gagneras pas aujourd'hui. C'est quand même rare à haut niveau en boxe où on sait les animaux aussi mentaux que c'est les boxeurs, tu vois. Il faut croire en soi pour être champion de boxe parce que c'est compliqué comme sport. De se dire un mec comme Butler, tu vois, qui est quand même de niveau mondial, il est juste content d'avoir survécu. Tu penses que les mecs, à un moment, contre ce genre d'adversaire là, à la Inoue dans ses KT qui éteint la lumière à tout le monde, en fait, t'as un peu peur aussi quand il va. Oui. Ouais. Alors, tu vois, c'est pas peur dans le sens t'es boxeur dans tout le monde dans le ring. Mais en gros, t'as conscience que là, c'est compliqué. T'as conscience que là, ça va être très difficile. Tu t'es préparé le mieux que tu peux, mais que ce soit toi ou ton coach. Bien sûr qu'il y a cette peur. La peur, elle est présente dans tous les combats. C'est une notion qui est trop. Oui, c'est pour ça que je mettais la nuance tout de suite. Non, mais c'est pour ça. Il a pas peur, c'est pas un peureux, quoi. T'as raison d'en parler parce que c'est des choses où il y a tout et son contraire. On entend qu'aucun combattant n'a peur et on entend aussi que si tu dis qu'un combattant il a peur, c'est que t'es bête. Non, la peur, elle existe tout le temps. C'est Chris Eubank qui disait s'il n'y a pas de peur, tout le monde est champion. Hein. C'est ça. Il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Non, la peur, elle est présente et encore plus quand ça revient à ce qu'on disait en début d'analyse technique, c'est que tu sais que tu vas dans le ring avec un combattant qui frappe fort des deux mains et qui frappe fort tout le combat. Bien sûr que tu as peur, parce que tu peux te faire mettre KO dans le premier ou dans le 12e. Ce qui va avec la condition physique dont tu disais. Il est capable d'aller jusqu'au bout. C'est compliqué, c'est comme les poids lourds. Butler et Clétin au 11e. C'est comme tous les poids lourds qui sont montés avec Wilder. Fury l'avait dit, même si Fury c'est un meilleur boxeur que Wilder, il a dit sur les trois combats contre lui, j'avais très peur. J'avais très peur parce qu'il frappe trop fort. Je sais ce qui peut arriver en fait, ce qui peut sortir de cette droite, quoi. C'est sûr. Il a une réponse à tout, je trouve, parce que cet exemple contre Butler, on a parlé beaucoup de Nery depuis le début. Nery essaye, et il l'avait dit, Nery pour lui, une des solutions, on va rentrer aussi dans les défauts possibles ou ce qu'on peut, comment essayer de rentrer dans cette armure-là. Nery disait, il faut lui mettre la pression. Il faut lui mettre la pression, il faut lui faire subir le truc, il ne faut pas le laisser s'installer. Butler, lui, fait totalement l'inverse. Je ne veux pas engager, je veux survivre. Et en fait, il s'adapte aux deux. Ouais, c'est ça les boxeurs aussi intelligents. Il arrive à s'adapter, bien sûr, il arrive à s'adapter. Moi, je pense que Nery a raison, pour le coup. Il faut, si tu dois imaginer un chemin pour la victoire contre Naoya et que tu as un combattant qui a les capacités physiques de Nery, il n'y avait pas autre chose à faire que ce que Nery a fait. Il faut mettre la pression, il faut y aller. Physiquement, il faut essayer de lui imposer quelque chose. Et il faut frapper, bien sûr. Maintenant, t'es face à un combattant intelligent qui se déplace bien, qui frappe fort, donc il est capable aussi, lui, de gérer ça, de s'adapter très bien. Ceci dit, c'est un combattant, Naoya, qui prend quand même des coups, qui a toujours pris des coups dans tous ses combats. Tous les combattants qu'il a affrontés l'ont touché en dehors de Butler, mais l'ont touché, enfin pas touché le sonnet, mais je veux dire qu'ils l'ont touché, qu'ils ont pu toucher. Pour Butler, pour toucher, il faut mettre un coup. Voilà, c'est ça. Mais il a pris des coups, des fois de plein fouet, il a pris des crochets gauche comme ça de plein fouet, c'est juste qu'il encaisse très bien, il les mange. Mais on l'a vu par exemple contre Nery, où il va au tapis, ou contre Donner, où il se fait un peu fracturer la mâchoire. Bien sûr, ouais, bien. Il est mal contre Donner à un moment. Voilà, il est pas dans bien, le Donner 1, parce que le Donner 2, il le martyrise. Mais il montre qu'il prend, évidemment, il prend des coups et que des fois, il reste pas suffisamment honnête défensivement. Voilà, et donc il peut prendre des coups, bien sûr. Et dernier point qui est typique aussi, quand je dis typique, c'est parce qu'on sait que c'est une des grosses spécialités des boxeurs japonais, ils insistent beaucoup là-dessus. Et dans le documentaire, il y a un mini-documentaire sur la chaîne YouTube de Top Rank sur Naoya, là, avant ce combat contre Doheny, et je sais plus qui dit, on n'aurait pas dû l'appeler le Monster, on aurait dû l'appeler le Body Snatcher. Parce que tellement il va chercher au corps avec son crochet gauche. Il y a ce combat contre, pour le coup, Michael Dasmarinas. Dasmarinas, c'est à Vegas en juin 2021, une de ses 3 sorties aux États-Unis. Je crois qu'il l'envoie 3 fois au tapis avec des coups au corps à chaque fois et qu'il le termine avec un coup au corps. C'est une arme fatale, ce crochet gauche au corps de Inoue, parce que c'est tellement précis, rapide. Sec. Sec, vraiment, quand tu le vois envoyer un crochet de son bras avant au corps,
tu grimaces instantanément en fait. Toi t'es là devant ta télé, tu grimaces, tu sais que ça lui a fait mal, tu sais que celui-là il a fait mal, c'est sûr et certain. Tu vois le langage corporel de l'adversaire qui change, tu vois qui recule, enfin ouais, c'est vraiment une arme fatale comme tu l'as appelé. Je vais pas employer une autre expression. Même des fois j'aimerais qu'il y avait plus encore. Moi des fois quand je le vois je me dis qu'il y a encore plus moyen contre Fulton par exemple. J'ai été étonné qu'il n'y avait pas plus que ça. Moi je pense qu'il y avait la place et je croyais réellement que c'était l'arme qu'il allait utiliser pour ralentir un combattant qui est technique et qui a de très bonnes jambes comme Fulton. Moi je pensais qu'il allait vraiment aller au corps tout de suite. Très bon boxeur Fulton, très slick et tout, donc t'as raison. Mais vraiment tout ce que j'espère c'est que les gens comprennent à quel point cette victoire elle est importante dans la carrière de Naoya Inoue. Pour moi Fulton c'est un excellent combattant. Et il est monté en plume et tu vas voir qu'il va prendre des ceintures chez les plumes et une revanche en vrai quand si Naoya monte chez les plumes, elle fera sens à un moment et c'est un super combattant donc ça vaudra le coup. C'est un des noms qui est cool à prendre même s'il l'a déjà battu. Un point que je voulais noter mais qui est pas technique là, on rentre un peu plus loin mais qui est aussi le personnage, l'entourage, son mental qui je pense en fait joue avec le boxeur qu'il est, tu vois. Je le disais, son trio avec Ohashi et Shingo, son papa, ça marche bien. Tu sens, il dit lui-même c'est une destinée qu'on soit réunis tous les trois, ça marche très bien, on avance tous de concert ensemble. Il y a ce côté, il note beaucoup la pression autour de lui. Je sais qu'on m'attend, je sais que je dois faire les KO, je sais que je dois en faire plus. Il avait déjà dit, j'en avais parlé dans l'émission d'avant, qu'il aime pas les tune-up fights parce qu'il se dit que mentalement il veut, tu vois, que les défis soient à la hauteur pour être présent. Mais il dit là, j'ai jamais autant sparé, j'ai fait plus de 180 parce que je savais que j'aimais pas les tune-up fights et que je veux arriver contre Doheny en étant la meilleure version de moi-même. Tu vois, tu sens que ce mec-là, en fait, dans sa normalité aussi, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire ? Ça l'aide aussi parce qu'en fait il a toutes les bonnes armes je trouve mentales dans la façon dont il les exprime. En tout cas je suis pas dans sa tête, tu vois. C'est ça, en tout cas il exprime bien et il s'exprime d'une manière à ce que tu es tout le temps très confiant dans sa préparation, tu vois. Tu as l'impression que il fait toujours les bonnes choses, tu vois. Il y a des gars, tu vas avoir des bribes de ce qui se passe dans la prépa, tu vas dire mais pourquoi il fait ça, pourquoi... il se prépare toujours vraiment très bien, tu as l'impression qu'il s'est bien entouré. En plus il a récupéré un jeune combattant dans sa catégorie qui lui permet en plus de faire des rounds contre un combattant d'élite puisque c'est un champion maintenant, Takei. Donc c'est vrai que quand tu le regardes en interview ou quand tu le regardes en documentaire et puis t'as toujours cette impression de sérénité qui se dégage. Il est calme, il est sûr de sa force et donc moi j'aime bien les deux choses, hein. Il y a des combattants qui ont besoin de turn-up et je comprends pourquoi. Et puis il y a des combattants qui préfèrent faire le boulot à la salle et qui veulent avoir que des combats qui les challenge. Donc ce combat-là, même si c'est pas le combat qu'on attend, évidemment, et c'est pas l'adversaire que je vois poser le plus de problèmes à Naoya, c'est un combat qui reste un challenge parce qu'il sort de 3 combats extrêmement difficiles à préparer, où il a dû être à 110% à l'entraînement et 110% au combat. Et là, tu vas voir les fans qui, eux, leur demande elle est là, leur exigence elle est là, et c'est pas parce que c'est un combattant qui est moins attendu que les autres que tu vas pouvoir te permettre d'être là. C'est ça qui est cool, de se dire j'ai les attentes de le public et en fait derrière il le dit je boxe un peu pour eux quoi, donc je dois être à la hauteur. Il doit être à 100%. En gros, je te jure, hein, mais t'as l'équivalent de Inoue, t'as l'équivalent de Fury Ngannou. Avec Inoue contre un mec, je suis sûr qu'Inoue le prépare bien et il fracasse le mec en face par principe pour dire j'offre au public ce qu'il veut. Voilà, pour lui ça passerait pas d'avoir une prestation comme celle que Fury a fait contre Ngannou. Pour lui, je pense que ça passerait pas. Je peux pas me permettre ça. Tu vois. Et important à noter, mais parce que Shingo c'est pas un génie. Son papa, il le dit souvent. On a juste travaillé depuis l'école primaire, depuis qu'il a commencé à 6 ans, surtout sur ses faiblesses, sur la technique. Alors, il a un truc en lui, inné, bien sûr, tu vois, puisque son petit frère, par exemple, n'est pas le même, mais c'est pas un génie, c'est un travailleur. Non, c'est pour ça qu'on parle de fondamentaux. C'est pour ça que pour lui, je parle de fondamentaux. Un autre combattant qui est quand même très fort sur ses fondamentaux et dans son style particulier, c'est Floyd Mayweather. Mais Floyd Mayweather, c'est un talent exceptionnel. Voilà, il y a des mecs qui sont nés comme ça, il est né dans la boxe, il a travaillé avec son père et son oncle évidemment, et ses oncles. C'est sa vie, mais c'est un talent exceptionnel. J'ai pas regardé le combat de week-end dernier. Moi non plus. Mais de ce que j'ai compris, il a joué avec un mec pendant je sais pas. Il a même viré l'arbitre au milieu du combat. Ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu. C'était l'arbitre de Fulton Inoue. C'est pour ça que Fulton a réagi. C'est le même, C'est le même arbitre. C'est le même arbitre. Mais de ce que j'ai compris, il a encore ses réflexes de chat. Il a encore ces trucs-là existent encore. Il a encore des réflexes qui font que tu peux pas le toucher. C'est comme ça. Oui, Inoue il sent le travail à 100%. Il sent le travail. T'as quelque chose, mais c'est la répétition qui a fait ça. Et lui il dit que il est encore, je le cite, loin d'être un produit fini, que ça continue de progresser. Donc bonne chance pour l'avenir. On finit rapidement, mais je te note 2-3 petits trucs moi qui dans les derniers combats parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Contre Fulton, on en parlait, mais tout le monde dit avant Fulton que Fulton c'est le boxeur slick qui va lui poser des problèmes à cause de ça, qu'il est sans doute meilleur boxeur pur que lui.
il a outbox le boxeur, on est d'accord. Ouais, il a boxé, il est meilleur boxeur que le boxeur ce soir-là. Il a très bien boxé, ouais. En tout cas, il a été meilleur. Il a été meilleur boxeur ce jour-là. C'est pour ça que dans son regard et dans sa façon d'agir, c'était intéressant à observer. T'as l'impression qu'il voulait le boxer. Ouais, exactement. Il voulait pas juste dire je t'ai mis KO, je t'ai punché. Il voulait le boxer, donc tu sens que dans le combat qu'il est en train de prendre du plaisir, en train de trouver des choses et de le boxer réellement en fait. Et il n'y a pas un moment où il est inquiété en fait dans le combat. Ensuite contre Marlon Tapales, quand il unifie tous les super bantam, il commence mal le combat. C'est pas son meilleur combat du tout. Le début de combat, il est gêné par le style de Tapales. Et en fait, tu vois qu'il trouve les solutions petit à petit et qu'il finit par le détruire. Voilà, case par case, brique par brique, jusqu'à traverser cette garde là avec son 1-2 pour le terminer. Neri t'en parlait, on a déjà beaucoup mis, mais c'est la résilience aussi, ce qu'il n'avait pas forcément montré à part contre Donner. Voilà, tu me touches, tu m'envoies au sol. Ok, il y a de l'adversité, je vais encore level up le niveau. Pour te montrer que je suis au-dessus de toi. Il a monté, s'est mis au-dessus, il a fini. En fait, tu vois, pourquoi je raconte tous ces derniers combats, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a pas de scénario où il s'en sort pas. Ouais, en tout cas, c'est ce que lui nous donne. C'est ce que lui nous donne à chaque fois. Moi, vraiment, contre Donner, la première fois, je me dis, ça y est, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ça va être compliqué, qu'il va perdre. Pendant le combat, je me dis déjà, bon, s'il faut une revanche, il va sûrement la gagner. Mais peut-être que c'est aujourd'hui qu'il perd et que voilà, ça va être compliqué. Et en termes de résilience et de volonté vraiment de gagner contre Donner, là moi, c'est ce jour-là il m'a encore plus que Neri. C'est ce jour-là où je me suis dit, ouais, ça va être vraiment, faut le tuer pour gagner en fait. Ouais, ça va être une galère. Voilà. Ça va être vraiment une galère. Ces combattants-là, c'est vraiment les plus compliqués. Ouais. Et en petite pépite, moi, en préparant l'émission que j'avais pas bien vue à l'époque contre Moloney, mais il y a une séquence juste avant qu'il le mette down où il fait une feinte de jab juste avec l'épaule gauche et où il repositionne son corps pour envoyer la droite pleine tronche de Moloney. Franchement, techniquement, mais c'est... Ça, c'est fort. Ça, c'est la vraie, typiquement l'école japonaise. Et ça, quand tu vas dans les clubs de boxe au Japon, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup. Et il y a des combattants, même en kick, qui l'ont adapté. Je pense à Masato, qui est une superstar du kickboxing japonais, qui le faisait beaucoup, lui, en kick. Alors, t'imagines déjà, les mecs en anglais, ils le voient pas. En kick, ils le voyaient encore moins. Il feintait beaucoup comme ça de jab, il envoyait le bras arrière, puis le bras avant, en direct. Il feintait, boum, boum. Et ça passait super bien. Ouais, c'est vrai que techniquement parlant, c'est... Revoyez-le parce que sa feinte permet à Moloney de déplacer un peu Moloney, tu vois, dans sa défense et juste lui il recale son corps pour être... il y a un petit côté artiste, hein. J'aime bien, vous avez cru comprendre depuis le temps. On finit juste rapidement, mais les défauts, parce qu'il n'y a pas de combattant parfait, hein. On va pas donner de leçons à Naoya Inoue, mais il n'y a pas de combattant parfait. Neri disait, c'est un combattant que si on met sous pression, je pense qu'on peut inquiéter, en tout cas on peut le mettre un peu en danger. Il y avait beaucoup de ses adversaires, je pense Rodriguez, Donner l'avait bien exploité aussi. Rodriguez en tout début de combat, même s'il se fait massacre très vite derrière, il s'expose un peu de profil parfois. Ouais, il peut avoir s'exposer au contre et au... Moi, je pense qu'il est sujet au contre. Il s'est déjà fait contrer plusieurs fois. Il a pris des coups et des fois, ça peut lui arriver, hein, même si c'est un combattant intelligent et très bien techniquement, ça peut lui arriver de se relâcher un peu trop, et d'avoir des moments dans le combat où il va prendre des coups, il va laisser son adversaire revenir dans le combat parce qu'il va prendre des coups qu'il n'aurait pas dû prendre. Et donc défensivement, il y a des défauts bien sûr. Il y a des défauts défensivement et ça peut être exploitable comme Donner a pu l'exploiter. Comme Neri a réussi à le faire en début de combat ou d'autres combattants qui, quand ça va taper plus fort, ça peut être compliqué. Et je pense que quelqu'un comme Junto, lui, il a les armes pour pouvoir exploiter ces petits défauts. Là. Parce que Junto, ça tape. Hein. Ouais. Donc, je suis totalement d'accord avec toi sur cette idée de Junto. Et ce qui est marrant, j'ai vérifié hier, tu sais, sur CompuBox, tu as des classements de toutes les catégories confondues, des mecs qui ont les meilleurs pourcentages de jab, de machin. Il est jamais premier nulle part. Naoya. Ouais, c'est marrant ça. Tu vois, il y a pas le côté. Par contre, c'est le package. C'est tout, voilà. C'est le package total. Ouais. C'est ça qui est aussi impressionnant. T'avais d'autres défauts à noter, non? Non, après, non. Forcément, il y en a pas beaucoup non plus. Beaucoup de défauts. Ouais, c'est un combattant qui a très peu de défauts. C'est un modèle pour boxeur, pour un coach, pour toi, clairement. Ouais. À étudier, c'est un bonheur. À étudier, c'est un bonheur. Et j'ai une dernière question, parce qu'elle m'amusait un peu, mais ça, c'est entre nous. Mais c'est quoi, selon toi, son meilleur poids? Tu sais, on dit toujours, quand un mec fait autant de KT, on se demande c'est à quel moment il était vraiment le plus fort? C'est quoi le Naoya le plus fort, Inoue? Après avoir vu Neri, je dirais que c'est celui-là. Je pense que c'est super. J'hésitais avec Koch, parce qu'en Koch, il fait quand même une série assez impressionnante. C'est magnifique ce qu'il fait. Le Payano, quand il détruit Payano, qui n'avait jamais été mis KO en un combo. Hein. Un seul. Il met 40 secondes à regarder comment il fait ses jabs. Je passe en dessous, 1-2, terminé. Il est fort, le bantam, mais je crois que le super bantam, il a pris une dimension physique encore plus forte. Moi, il m'a vraiment impressionné. Là, ce que tu vois sur le finish, là, tu te dis, je pense que c'est là où il va taper le plus fort, il va être le plus rapide et il va être le plus solide dans cette catégorie-là.
Ouais, je pense aussi, mais en tout cas, on a hâte de voir la suite. On espère, Junto Nakatani, donnez-moi ce combat. Tu sais que j'ai épinglé mon tweet comme Lucas Bourdon l'avait fait à une époque. Et il ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas Naoya Junto au Tokyo Dome. Mais quelque chose me dit que je prendrais peut-être mes billets quand même, Baba. C'est cool d'y aller. C'est quelque chose à vivre, ouais, bien sûr. On pourrait se faire un petit voyage quand même. C'est clair. Et un petit mea culpa de 10 secondes. La semaine dernière, j'avais dit qu'il y avait un chemin pour que Christian Mbili affronte William Skull pour la ceinture IBF vacante en super moyen. J'avais pas vu, c'était pendant les JO, j'avais pas vu passer, mais Skull Shishkin a été annoncé par l'IBF. Ils sont même pas passés par l'enchère de bourse, ça devrait se passer en octobre. Donc c'est un petit peu reculé. Après ce combat-là, Christian sera le challenger, le premier sur la liste pour affronter le vainqueur et le nouveau champion IBF. Donc on peut espérer que dans quelques mois ou début 2025, Christian et sa chance mondiale. Ça devrait le faire. C'est très très cool. Rendez-vous mardi prochain, 3 septembre au matin, ça fait toujours plaisir. Naoya Inoue, la superstar japonaise, pour une super soirée à Tokyo. Manquez pas ça sur RMC Sport. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. En Will ou de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du Fighter Club. Salut mon Baba. Salut Alex. Ciao. RMC Fighters Club.